Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 26 septembre 2022. À la une ce soir, les forces de l'ordre au front contre l'insécurité à Douala. Dans leur filet, un groupe de brigands qui a opéré dans une boutique au quartier 11 Raphaël, emportant la somme de plus d'1 million de francs CFA. Et des parents aux abois dans la localité d'Ambam, dans la région du Sud, ils sont inquiets de l'avenir de leurs enfants après leur inscription dans des écoles déclarées clandestines par les autorités administratives. Et ainsi, elle éclaircit pour la situation économique de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, des prévisions données par le Comité politique et monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale au cours de sa session ordinaire à Yaoundé. Voilà pour les titres. Une nouvelle opération réussie des forces de l'ordre à Douala. Elles viennent de mettre la main sur un groupe de présumés malfrats spécialisés dans le vol à main armée et braquage. Elles appellent plus que jamais à l'implication des populations par la dénonciation. Voyons cela avec Aimé Catherine Moukouri et Henri Tina. C'est dans ce restaurant du lieu-dit Ange Raphaël à Douala qu'ont été pêchés deux membres d'un groupe de malfrats le 14 septembre dernier, soit 7 jours après leur forfait. En effet, le 7 septembre, ces hommes se sont introduits dans une boutique du même quartier, armés de pistolets automatiques. Ils tiendront la propriétaire du lieu en respect avant de fondre dans la nature avec la coquette somme d'1 700 000 francs CFA. Focam Photo était dans sa boutique et 3 individus se sont présentés. Lorsqu'elle pose la question de savoir ce qu'ils veulent, elle reçoit une gifle de l'un d'eux qui intime l'ordre à tout le monde de se coucher à main le sol. Et ils brandissent 2 armes. Grâce au renseignement des populations, 2 d'entre eux seront rattrapés. Leur exploitation aura permis de retrouver le 3e brigand, mais aussi le fournisseur d'armes. Les autorités félicitent l'implication des habitants qui renseignent les forces de l'ordre. Je voudrais, dans un premier temps, dire merci aux populations qui nous ont aidés à arriver à ce résultat et profiter de la même occasion pour leur demander la franche collaboration et de toujours mettre à la disposition de la gendarmerie nationale les renseignements opportuns dont elles ont connaissance. Et surtout, sachez que les portes de la gendarmerie nationale leur sont ouverte 24 heures sur 24. Dans la métropole économique, le combat contre le grand banditisme est une quête permanente. Depuis peu, les autorités affirment que les bouclages sont systématiques dans la ville. Ils permettent de mettre la main sur des objets illicites, mais aussi repérer les bandits dans les quartiers malfamés. Ici, on rappelle l'importance de l'implication des populations via les comités de vigilance pour renforcer la sécurité. Chaque semaine, il y a ce que nous appelons des bouclages dans les quartiers malfamés. Et nos bouclages portent beaucoup de fruits. Saisie des motos volées, objets, des télévisions, le chanvre même, tous ces produits-là. Lorsque nous perquisitionnons, nous saisissons tout cela. Chacun doit faire de la sécurité un problème personnel. Voilà, le comité de vigilance en donnant le renseignement, en faisant ceci. Les périodes comme celle de la rentrée scolaire sont des moments sensibles où la sécurité des biens et des personnes requiert beaucoup plus d'attention. Sécuriser l'avenir de leurs enfants, c'est le souci des parents de la localité d'Ambam, dans la région du Sud. Ils sont inquiets après avoir inscrit leurs enfants cette année dans les écoles déclarées clandestines par les autorités depuis 2021. Faute de documents exigés par le ministère de l'Éducation de base, jusqu'à présent, elles restent fermées, impossible de les localiser dans la carte scolaire de cette partie du pays. Lille Piediou et Narcisse Enama.
Des parents en larmes dans la vallée d'une Thème. Ils ont inscrit leurs enfants dans les établissements scolaires privés clandestins au cours de cette année scolaire 2022-2023. 10 au total avaient été notifiés depuis l'année dernière de se mettre en règle. Jusqu'ici, rien. Ces écoles resteront fermées. Décision de l'autorité administrative. Je tiens à informer l'opinion que le problème qui se pose dans la fermeture des écoles clandestines, c'est la volonté gouvernementale. Ça, c'est une prescription de monsieur le ministre. C'est deux documents. C'est l'arrêté de création et l'arrêté d'ouverture. Parce que c'est à base de ces deux documents que nous pouvons déjà mettre ces établissements dans la carte scolaire d'Ambam. Auquel cas, il n'existe nulle part. Au-delà de l'absence de la paperasse de création des écoles exigées, elle reste dangereuse pour la formation de l'apprenant. Le cadre est inconfortable et l'insécurité règne en grand maître. L'administration exhorte les parents à être de plus en plus responsables. C'est déjà d'exiger que les frais versés auprès de ces établissements leur soient remboursés et naturellement de se rapprocher des écoles qui sont régulièrement ouvertes. Si jamais le doute persiste dans leur choix d'école, j'invite ces parents à se rapprocher des responsables en charge de l'éducation de base pour leur demander est-ce que l'école dans laquelle je voudrais inscrire mon enfant est une école régulière. Nous avons la bonne information et nous sommes appelés à leur donner cette information à temps et à contre-temps. En attendant que ces fondateurs d'écoles ne fournissent les documents exigés par l'administration, l'avenir de plusieurs enfants est incertain dans cette partie du pays. Les parents s'étant déjà acquittés des frais de scolarité auprès des fondateurs des 10 établissements scolaires. Et pour se rendre à l'école, des élèves préfèrent les mototaxis comme moyen de transport. Au marché Nkoliton à Yaoundé, les riverains sont inquiets face à l'incivisme des conducteurs de motos qui ont pris l'habitude de rouler à vive allure, le tout au mépris de leur vie, ainsi que celle des élèves qu'ils transportent. Le phénomène a atteint la cote d'alerte. Daniel Anissé-Boudier et Samuel Ebakissé. C'est un spectacle digne d'une course de Formule 1, ici au marché de Nkoliton à Yaoundé. Quand je vois que je sais que quand il y aura ici, il y aura catastrophe. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est grave. Il est midi, l'heure de la mi-temps au lycée bilingue de Nkoliton. Le festival prend 3 des cités sur cette ruelle. À 3, 4, voire 5 sur une moto, ils roulent à tombeau ouvert. Ça craint. Je pense que cette année, l'allure est vraiment à la mesure que vraiment, il faut qu'on voit ce qu'on... On en perd le verbe. Cependant, le danger semble plutôt réjouir ces élèves, pourtant plus exposés aux accidents. C'est aussi la volonté des élèves. Quand tu ne roules pas comme ils veulent, ils ne vont pas monter sur ta moto. Et déjà, ils portent 5, 6, voire même 7 sur une moto, plus que le taxi. D'après les riverains, le phénomène est déjà récurrent dans la zone. Seulement, cette année, il a atteint des proportions inquiétantes. C'est comme si ça a redoublé, triplé, même quadruplé de volume. C'est comme si les motomans là, se sont associés pour filer. Si les policiers peuvent les arrêter, ils peuvent descendre les élèves et récupérer les motos. Comme ça, pour les gens, on ne peut plus faire ça. Pas si même à Réunion, on ne respire même pas. En attendant que les autorités publiques frappent du poing sur la table, la course de moto GP est presque devenue une compétition à vivre en direct sur cette rue du marché Nkoliton à partir de 11h30, de lundi à vendredi. Et l'école publique New Deido de Douala a reçu ce jour les élus locaux du Social Democratic Front. Le choix aussi a initié des travaux de réhabilitation des bâtiments délabrés de cette école. Après 2 mois de retouches, ils sont retrocédés aux responsables de l'établissement. On voit cela avec Titi Freeman et Stéphane Binac. Espace de jeux multisports inauguré, nouveau portail, bâtiments rénovés et toilettes emménagées, l'école publique New Deido affiche désormais fière allure. L'ouvrage, réfectionné par l'honorable Joshua aussi, est remis après 2 mois de travaux par ses camarades du parti. Dans le cadre même de notre mission en tant qu'élus, nous avons décidé de réhabiliter cette école. Mais seulement nous l'avons fait parce que nous avons été saisis
par les responsables de l'école, par les habitants du quartier New Daido qui nous ont demandé que nous puissions les aider. Et c'est dans cet engouement que nous avons décidé de refaire tous les travaux de cette école. L'école était dans un état de délabrement total. Et cette réhabilitation a permis aux populations de réinscrire leurs enfants dans une école publique qui, normalement, devrait coûter moins cher, surtout que nous avons des parents qui ont des réelles difficultés financières. Donc, nous avons fait ce travail pour pouvoir les aider. Je dis, le débat n'est pas sur la couleur. Le débat, c'est sur le cadre adéquat et surtout un cadre propre propice à accueillir nos enfants. La polémique sur la couleur est ainsi levée. Les édifices réhabilités font le bonheur des populations. C'est un grand geste parce que toute personne qui peut accepter que son enfant puisse fréquenter dans des conditions très délabrées, il n'y a personne qui pourra l'accepter. Avoir pensé aux plus petits, nous nous disons infiniment merci. Merci pour ce grand élan de cœur qu'il a pu faire pour la population de New Daido et Grand Moulin. De nouvelles infrastructures que les populations et responsables de l'école publique New Daido sont appelés à entretenir pendant et après l'année scolaire. Et après le Tchad, le Cameroun accueille la 13e édition du concours international du génie en herbe OADA. 13 pays africains et la France se prêtent au jeu ici à Yaoundé. L'objectif, promouvoir et vulgariser le droit de l'organisation et harmonisation du droit des affaires à travers les compétitions estudiantines et professionnelles, le colloque international et les activités économiques et culturelles. Maria Mazou et Michel Foucault. Ils sont venus du Gabon, Tchad, Mali, Côte d'Ivoire et autres pour participer à ce grand rendez-vous intellectuel qui s'inscrit dans le cadre de la 13e édition du concours international du génie en herbe OADA. Eux, ce sont des étudiants en droit et professionnels du secteur. En groupe de 3 par pays, ils vont affronter les autres candidats regroupés dans 4 poules dont chacune représente 4 pays. Une dure épreuve certes, mais les postulants sont confiants. Toutes les équipes sont fortes, mais de toutes les façons, nous restons concentrés sur nous-mêmes. Nous sommes très confiants, nous connaissons la formation que nous avons reçue. Organisé cette année au Cameroun, le concours international du génie en herbe OADA vise à harmoniser et à moderniser le droit des affaires en Afrique afin de garantir dans les États membres la sécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs ainsi que les entreprises. Il permet surtout d'assurer la relève. D'intéresser la jeunesse universitaire et même pratique au modèle OADA. Parce que si OADA a bientôt 30 ans, ce n'est pas évident que la jeunesse l'a vraiment maîtrisé, apprivoisé. Cette 13e édition s'annonce grandiose avec des innovations enrichissantes. Pour la toute première fois, le concours voit participer la France, le Nigeria, le Burundi. On accorde une place importante à l'anglais, par exemple, à travers une compétition spéciale liée à l'arbitrage au OADA. Du 26 au 1er octobre prochain, ces candidats vont être évalués sur les questionnaires, la plaidoirie et la rédaction d'un article. En amont, au dit concours, un colloque international d'une journée sur le droit des affaires est prévu ce lundi 26 septembre ici à Yaoundé, sous le thème « L'OADA, bientôt 30 ans ». Dans l'actualité également, la situation économique de la sous-région fragilisée par le Covid-19 et la crise russo-ukrainienne devrait se redresser progressivement avec un regain d'activité prévu en 2022. Annonce faite par le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale ce jour à Yaoundé, à l'occasion de la 3e session ordinaire du comité de politique monétaire. Les prévisions sous-régionales mises à jour ont été dévoilées. On voit cela dans cet élément que nous proposent Karel Mezatachuya et Serge Alanzibo. Arrêt majeur sur les prévisions mises à jour dans la sous-région. Un taux de croissance du PIB réel de 3,2% contre 1,5% en 2021, soutenu principalement par la croissance du secteur pétrolier, soit plus 1,9% en 2022, contre moins 8,2% un an plus tôt. Un redressement du solde budgétaire, bas engagement, donc compris qui deviendra excédentaire à 0,5% du PIB en 2022,
après moins 1,6% en 2021. Ce n'est pas tout. Un relèvement du solde de compte courant qui passerait de 0,7% du PIB en 2021 à 5,3% du PIB en 2022. La balance des risques de la CEMAC demeure cependant globalement orientée à la hausse. Un doigt accusateur pointé sur la persistance d'une inflation supérieure au seuil communautaire de 3%. En effet, les tensions inflationnistes ont récemment connu une accélération plus forte que prévu, en lien avec la flambée des prix alimentaires mondiaux. L'augmentation des prix tempérée à court terme dans la CEMAC par des mesures de soutien budgétaire, notamment la subvention des produits pétroliers à la pompe et le gel des prix des biens de première nécessité. Au plan international, par contre, le comité de pilotage monétaire dit avoir pris note du ralentissement de l'économie mondiale. En effet, l'économie mondiale continue à subir des effets néfastes des tensions géopolitiques. En Europe, marquée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en plus du ralentissement plus prononcé que prévu de l'économie chinoise. Information rendue publique à l'occasion de la 3e session ordinaire de l'année du comité de pilotage monétaire dont le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale est le président statutaire. Le président du Conseil régional de l'extrême nord séduit les potentiels investisseurs de la ville de Douala. Malgré l'insécurité qui agite par moments cette région, devant la presse, Daniel Kabalsou tient à démontrer que l'extrême nord regorge d'innombrables richesses à explorer. Samuel Baïha et Henri Tinda. Relancer l'économie de la région de l'extrême nord. L'axe de réflexion de cette entrevue. L'ambition est de présenter le projet Far North Business Week. Qu'on fasse quelque chose pour changer cette image-là, pour faire connaître les potentialités de la région de l'extrême nord, pour inviter les investisseurs pour venir à l'extrême nord. Le Conseil régional de l'extrême nord est lancé dans une campagne de charme auprès des potentiels investisseurs de la ville de Douala. Présenter à la population, aux investisseurs, les potentialités de la région de l'extrême nord. Comme vous savez, beaucoup ont posé la question, on voit que le côté négatif de l'extrême nord, nous voulons changer cette image. L'extrême nord, ce n'est pas seulement le côté négatif. L'extrême nord a beaucoup de potentialités. L'extrême nord peut nourrir tout le Cameroun en produits vivriers de toutes sortes. Un grenier secoué par les foyers d'insécurité. Si le Cameroun tient à son émergence à l'horizon 2035, il est clair. Si le Cameroun doit atteindre l'émergence en 2035, c'est tout le Cameroun, pas seulement une partie du Cameroun. Et l'extrême nord a son mot à dire pour devenir aussi émergent. Et pour cela, nous comptons sur la participation de tout le monde, que ce soit les médias, les élites, les investisseurs, les organisations. Les investisseurs attendus pour développer l'extrême nord. Un vœu pour le moins complet. Grande consommation au Cameroun, vous le savez, mais la production locale ne satisfait pas la demande. Seulement 10 000 hectares irrigués par an au lieu de 24 000 attendus. Le gouvernement, pour inverser la tendance, compte sur le projet Viva Logon qui englobe la restructuration de la sèmerie, projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 200 millions de dollars. Karel Mezatachouya et Constant Kamga. Le projet tel que cultivé pourrait fructifier les récoltes. Dans le champ de ses ambitions est implanté le soutien de l'irrigation dans la vallée du Logon et Chari, à l'extrême nord du pays, une production de riz sur 12 000 hectares, l'intensification du rendement agricole dans le septentrion, zone où les ménages dépendent de l'agriculture pluviale, parfois asséchée par les changements climatiques. On a l'occasion cette fois-ci de pouvoir enfin maîtriser ce risque-là et de faire de l'eau un allié plutôt que le facteur de calamité qu'il est aujourd'hui. Le riz, affectionné par plus d'un au Cameroun, n'est pas suffisamment produit localement. 10 000 hectares irrigués par an au lieu des 24 000 attendus. À ceci s'ajoute une production annuelle de 60 000 tonnes contre un potentiel de 180 000 tonnes sur les surfaces actuellement aménagées. Les performances de la sèmerie demeurent faibles, entre autres conséquences. Des importations massives de cette denrée alimentaire à des prix concurrentiels des pays d'Asie, des pertes cumulées évaluées à environ 35 milliards de nos francs.
Le projet Viva le Gone, financé par la Banque mondiale à hauteur de 200 millions de dollars américains, veut changer cet état de choses. Les barrages de retenue, vous faites les digues de retenue. Cela permet effectivement que l'eau puisse être récoltée, maîtrisée et distribuée là où il faut. Également dans le processus, une synergie d'action publique-privée. Dans la pensée de l'État, l'agriculture ne peut prospérer qu'avec le secteur privé. Travaux de présentation et d'appropriation du projet Viva le Gone, ainsi qu'un plan de restructuration de la seimerie, ouvert par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Autre chose à présent, ce 26 septembre marque la journée mondiale de la contraception définie par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme étant l'utilisation d'agents, de dispositifs, de méthodes ou de procédures pour diminuer la probabilité de conception ou l'éviter. Elle présente bien de particularités au Cameroun. Loin des dispositifs prescrits par les professionnels de santé, les jeunes filles font parfois recours à des astuces dites de grand-mère pour éviter de tomber enceinte, des méthodes qui s'avèrent inefficaces et dangereuses du point de vue de la science. Janice Kamga et Raoul Ngofo. Une journée comme les autres à Emombo 2e à Yaoundé. La journée mondiale de la contraception est à peine perceptible ici. D'ailleurs, difficile pour les femmes de ce quartier populaire de s'épancher sur la question. Toutefois, quelques courageuses acceptent de nous livrer quelques-uns de ces secrets qui se glissent subrepticement entre filles pour éviter de tomber dans le piège des grossesses non désirées. Tu as fait les rapports, tu ne t'es pas protégé. Tu prends King Arthur avec les fights, avec le Nescafé. On prend l'eau salée après. L'eau salée. On prend de l'eau salée. Tu fais la toilette avec Non, on boit. Vous pouvez prendre du miel, purée de miel. Bon, ça dépend. Il y a les organismes qui sont têtus. Des méthodes à l'efficacité douteuse et aux conséquences parfois désastreuses sur la santé, comme le confie cette sage-femme, coutumière des cas critiques. Elles arrivent avec des saignements. Il y a les anémies. Ça crée d'abord les infections. Ça peut aller jusqu'au cancer. Même d'autres qui évoquent le tabac, qu'elles soient elles écrasent, elles mettent ça là-bas pour faire expulser le sperme. Or, ce ne sont pas des bonnes méthodes. Et pourtant, une large palette de méthodes contraceptives est mise à la disposition des jeunes filles. Dans ce centre de santé, des cours de planning familial sont dispensés. Les méthodes naturelles y sont expliquées. Il y a l'abstinence, il y a l'allaitement maternel, il y a le coïc interrompu que l'homme pratique, la méthode du calendrier, la méthode de la température. Les méthodes artificielles aussi. Et là encore, il y a du choix. Des méthodes hormonales, nous avons
90 minutes. Aucune équipe ne réussit à prendre l'avantage. 0-0, place à la séance des tirs au but. À ce jeu, c'est Aigle Royal du Mungo qui s'en sort le mieux en emportant 3 tirs à 1. La joie est à son comble dans les rangs du champion du littoral. Je suis un entraîneur comblé, je suis un entraîneur très ému, vivement que la population du littoral en général et celle du département du Mungo en particulier reçoivent ce trophée avec beaucoup de bonheur. À ce niveau, on avait vraiment tout donné. Les pieds déjà sont fatigués, donc Aigle a remporté le jour. L'Aigle a prouvé qu'il était un très bon représentant pour notre région. C'est l'amour du football. Je suis un passionné, ce n'est que le football que je sais faire. Donc je suis un passionné de ce football. Quand j'entre quelque part, je crois qu'il y a des résultats. Défait en finale, Victoria United au Popo accompagnera tout de même Aigle Royal du Mungo en division d'élite 2. Les deux clubs comptent parmi les plus mythiques du football camerounais. Désormais en MTN Elite 2, il s'agira pour les deux équipes de s'armer pour au moins se maintenir lors de la première saison afin de ne plus retomber dans les tréfonds du football camerounais où elles ont passé plus de 20 ans. À l'étranger, le procès d'un commandant de la Seleka ouvert ce lundi devant la Cour pénale internationale. Mahamat Saïd est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et en Russie, 7 enfants tués dans une fusillade dans une école par un assaillant armé qui s'est par la suite donné la mort. Lille Piediou et Calvin Tekam, Escalmonte. Le procès tant attendu du massacre au stade de Conakry en 2009, qui a impliqué 150 meurtres et 100 viols selon l'Organisation des Nations Unies, s'ouvrira ce 28 septembre en Guinée. Nous voulons vraiment la vérité. Nous voulons qu'il y ait des réparations. Nous voulons une reconnaissance nationale pour toutes les victimes des événements du 28 septembre. La majorité de ces accusés ne sont pas en détention. Donc il faut, même si le ministre de la Justice, à l'occasion des multiples rencontres qu'on a eues avec lui, il nous a toujours dit qu'il va créer les conditions pour que ces gens soient présents. Donc ça, c'est une des préoccupations. Et nous avons aussi des craintes sur les questions de renvoi éventuel après l'ouverture de ce procès. Le procès aura lieu 13 ans jour pour jour après le massacre. Et Moussa Dadis Camara, le chef de la junte, accusé d'avoir incité à la violence, devra faire face à la justice. Le procès d'un commandant présumé de la coalition rebelle Seleka, notamment accusé d'avoir torturé des personnes détenues lors de troubles civils en 2013 en République centrafricaine, s'ouvre devant la Cour pénale internationale. Mahamat Saïd Abdelkani fait face à 7 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis entre avril et août 2013 à Bangui contre des détenus accusés de soutenir l'ancien président François Bozizé. « 13 personnes, dont 7 enfants, ont été tués par un assaillant armé dans une école dans la ville d'Ishvrek en Russie, selon le porte-parole du comité d'enquête russe. Selon les données préliminaires, 13 personnes, dont 6 adultes et 7 mineurs, ont été victimes du crime. 14 enfants et 7 adultes ont été blessés. L'agresseur s'est suicidé. Il portait un haut noir avec des symboles nazis et une cagoule. La guerre en Ukraine ne les a pas découragés. Les russophiles bulgares se sont rassemblés dimanche dans le centre du pays pour montrer leur soutien au président Vladimir Poutine. Nous sommes maintenant comme des cobayes, des Américains, et c'est un fait. Vous avez vu qu'ils ont des laboratoires partout dans le monde. Et si le prix est la guerre nucléaire, alors je suis pour. C'est la seule garantie que l'Occident n'attaquera pas, parce qu'il vaut mieux avoir des armes nucléaires et ne pas s'attaquer les uns aux autres, par peur d'elles, que de ne pas en avoir et d'avoir un tiers-monde sans elles, et de voir des dizaines, voire des centaines de millions de personnes mourir.
Et de la réclame avant de refermer ce journal, un heure de fête à l'institution tout supérieure qui a sacrifié au rituel de la cérémonie de remise de diplôme de la 15e promotion du HND, l'équivalent du BTS dans le système francophone. Un moment de fête, mais également un nouveau départ, à la fois pour les lauréats et le top management de l'Institut qui prépare déjà la rentrée académique prochaine. Des chapiteaux et une ambiance chaleureuse pour clore un chapitre, celui de la 15e promotion du Higher National Diploma, HND. Ils sont 234 sur 240 au départ à savourer leur cérémonie de remise de diplôme ici, à la Tour des Majors, 6 au campus de Coron de l'Institut universitaire Siontou. Elle sanctionne 2 ans de formation dans des champs divers, un rituel académique organisé dans la pure tradition anglo-saxonne. This ritual is to help the students understand how to be disciplined, how they can put up themselves to know that they are going now. Some will go to work, some will have to move further to do a bachelor's degree. They would be encouraged to move further. De 45 étudiants au départ, le programme HND compte aujourd'hui près de 1000 apprenants. Une victoire pour l'Institut qui affine ses programmes afin de préserver sa réputation d'usine d'excellence. Cette année, de nouveaux instruments sont mis en place en filière business et ingénierie. This is a period where you see the electronic era is becoming much more widespread, digital, numeric, and all of it, call it. So we are doing everything to be able to admire themselves as students who are moving into quality teaching. 2 options s'ouvrent aux lauréats du jour. Un nouveau niveau de formation pour certains ou le monde du travail pour d'autres. I would just encourage the others to work very hard in order to have the distinction and the excellence because it's not something that's easy. En tout cas, l'établissement fait d'ores et déjà des aménagements pour la rentrée académique de novembre prochain. Nous allons donner les cours dans toutes les filières et spécialités, en licence, en master et en ingénierie, en cours du jour. Ne seront inscrits en cours du soir que ceux de nos étudiants qui présenteront des certificats de travail. Cette promotion consiste à l'obtention d'agréments des filières et spécialités pratiquées à l'Institut universitaire Siontou, que ce soit en français, que ce soit en anglais. Nous disons hurrah à cette promotion. Nous avons dit et nous continuons à le dire, grâce à tous ces efforts et aussi aux efforts de nos enseignants, de nos encadreurs, nous avons obtenu ce titre. La rentrée des niveaux licence et master est prévue ce 29 septembre 2022. Les dossiers des candidats retardataires sont donc attendus dans de brefs délais au campus de Mvogbi. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.